Fatiha Agag Boujelat et Lord aussi, merci d'avoir accepté notre invitation. Neb qui a organisé cette rencontre d'une main de maître, Nawel de la chaîne Les Filles de Lilith et moi-même sommes membres de la communauté d'ex-musulmans. Nous sommes contraintes à l'anonymat car en plus de l'injonction à la virginité qui fait loi dans nos milieux d'origine, il faut ajouter l'injonction à l'islamité qui pourrait nous tuer socialement en France et nous tuerait tout court ailleurs. La souffrance de Shaina et son issue fatale sont emblématiques du patriarcat sacralisé et divinisé par l'idéologie islamique. Celle-ci préférera ses filles mortes que déshonorées. Nous avons été bouleversés par le destin tragique de la petite Shaina et par son traitement, ou plutôt par son non-traitement par certains. Au lendemain du verdict de la justice quant à son meurtre, les ex-musulmans décrient et dit pour elle, mais aussi pour Sohan, Shahinez et les autres qui ont vécu ou vivent encore, pour rendre hommage et pour que ça se sache. À 15 ans, tu n'étais encore qu'une enfant. Trop longtemps avant le drame, tant de violences avaient meurtri ta chair et ton âme. Des violences à peine dénoncées, excusant ceux qui t'avaient sali. Avec les tiens, tu as été abandonné, ils ont fini par sacrifier ta vie. Poignardée, brûlée vive, tu succombes. Ils cacheraient même ta tombe. Tu avais le choix, la mort, la fuite ou la soumission. C'est de ta faute. Tu avais mauvaise réputation. Aux yeux de ces gens-là, ces gens du camp, du bien, aux yeux de ces fossoyeurs de la morale, ta vie ne valait rien. Tu es tombé comme d'autres avant toi, martyr d'une barbarie d'autrefois. Que dire de ces nouvelles féministes au silence assourdissant? Elles se révoltent à longueur de temps contre ces horribles oppresseurs que sont les mâles blancs. Mais pour toi, Shaina, chut, silence, pas un mot pour dénoncer ton châtiment. Avons-nous encore le droit de questionner la source de ce mal omniprésent? Oui, d'autres femmes sont tombées sous le coup d'un mari violent ou d'un prétendant. Mais ton meurtre, Shaina, comme celui de Sohan avant toi, et celui de Shahinez après toi, sonne à mes oreilles comme une sirène perçante, alerte d'une tragédie sciemment snobée. Je sais l'atteinte de cette violence. Son magma, je le devine. Elle est le fruit de la rencontre consanguine d'une culture et d'une religion. Misogynie et sexisme ordonnés par les lois divines et perpétués par les traditions. En zone précaire d'un endroit ou ailleurs, des femmes, on exige la soumission et de leur corps, la contrition. Aux filles et aux femmes, on inflige des spécificités culturelles, tout bas. Ce qu'elles pensent, ressentent et disent ne compte pas. En permanence sous haute surveillance, leur corps est objet de tentation et siège de leur oppression. Les bourreaux s'en lavent les mains. Ils ne sont que les exécutants du bien. Sous ces lois, les privilèges mal s'octroient, et tant qu'à faire, tous les droits. Consacré par un dieu misogyne, le patriarcat hiérarchise les sexes. La femme y est une éternelle mineure, c'est écrit dans les textes. Sa récompense? Un mariage labellisé halal ici-bas. La promesse d'une place aux premières loges dans l'au-delà, d'où elle pourra admirer de son mari les ébats. Obsession du corps des femmes, cible du contrôle social continu. Père, frère, cousin, et même voisin veillent sur le fameux « honneur ». Malheur à celle qui sort du rang. Elle risque le prix du sang. Son sort? Elle l'a bien cherché, dira le clan. Étiqueté fille facile, par des odieux à l'honneur fragile, ils renient ton féminin. Pour eux, tu seras à jamais voilé ou putain. Pendant ce temps, la bien-pensance regarde ailleurs. Elle livre à elle-même celles qui échappent à leur contrôleur. La condescendance et le relativisme culturel de certaines ont eu raison de la dignité humaine. Pendant ce temps, on fait mine d'ignorer les causes idéologiques du mal, de l'aliénation et de l'orthopraxie qui se normalisent. Les jeunes filles qui jouissent des libertés occidentales vantent les vertus du voile. Elles disent choisir d'être asservies et soumises. Elles disent grand bien de la violence conjugale nécessaire et de la polygamie entre un placement de produit et une remise. D'autres s'insurgent contre la discrimination faite à leur tenue légiférée et librement choisie. À les comprendre, mais aucune
Shaina, je ne l'ai entendu te défendre. Et aujourd'hui, moi aussi, je m'effondre. Leur Dieu, dans sa toute-puissance, a réglementé les vêtements des femmes, les coups à leur portée entre la création de 2 galaxies. Il n'a pas oublié la multiplication des épouses ni la malédiction des femmes par les anges si elles se refusent à leur mari. Il les prive d'une partie de leurs héritages, tronqué par moitié la valeur de leurs témoignages. Son délire de grandeur, leur dieu sacrifie des femmes et des gamines. Ses diamants sur l'autel des désirs et des pulsions masculines. La mécanique divine prépare au massacre de la jante féminine. Je refuse de désespérer. Mon pays ne sombrera pas dans les ténèbres de cette idéologie qui ne cesse de progresser. Je me mets à rêver et plagie un grand homme qui s'est battu pour la liberté, la justice et l'égalité. Je rêve qu'un jour, les filles de la communauté à laquelle je suis niée se lèveront. Elles vivront pleinement leur vie, en toute liberté, sans se soucier des dires et en toute sécurité. Ah, je rêve qu'un jour des écrans disparaissent ces soumises surmaquillées, dans la bonne tenue, mais sans aucune retenue, se mettant en scène pour quelques sous et une relative notoriété. Ces femmes à qui j'ai envie de dire, au regard des lois qu'elles chérissent, allez au bout de votre soumission, faites preuve de discrétion et de pudeur, soyez invisibles dans votre foyer, le plus opaque des voiles protecteurs. Je rêve que dans les quartiers, les filles ne soient plus jugées par leur pudeur, mais soient considérées pour ce qu'elles sont, la seule véritable valeur. Je fais un rêve. Les garçons et les filles vivent en paix, sans bras de fer, dans une éternelle trêve. Telle est mon espérance, ma croyance de mécréante à la valeur si brève. Que la voix de la liberté s'élève du haut des tours des banlieues. Que les voix de la liberté, de l'égalité et de la justice portent du haut des montagnes d'Iran, d'Afghanistan. Que ces voix résonnent plus haut que les sommets des minarets, du Maroc, de Tunisie et d'Algérie. Que la justice, l'égalité et la liberté résonnent du haut des pyramides d'Égypte et du désert d'Arabie, du Liban, des décombres du Yémen, de l'Irak, de la Libye et de la Syrie. Je fais aujourd'hui ce rêve pour que ta mort, Shaina, et que la vie des femmes qui souffrent ne soit pas vaine. Elle est magnifique, hein. Je crois que c'est un des plus bels hommages qui lui ait été rendu, hein. Ah, je Bravo. partagerai le lien dès que je l'aurai. Pareil, Vous ouais, pouvez être très pareil. fiers du travail que vous avez fait. Ah, ça me touche beaucoup. On y a mis beaucoup de nous-mêmes, hein, parce qu'on a vraiment été bouleversés et on voulait que ça soit des voix d'hommes et des voix de femmes. Voilà. Je ne découvre pas, mais à chaque fois, ça me beaucoup. Alors, merci pour ce retour. Et puis, sans transition, chers invités, nous sommes honorés de vous accueillir. Merci encore. Fatria, vous êtes essayiste et aujourd'hui directrice adjointe dans un collège REP, après avoir été enseignante. Vous êtes sur le terrain, vous dénoncez régulièrement, entre autres, le patriarcat et ses dégâts désignés comme des spécificités culturelles. Votre livre « Combattre le voilement », entrisme islamiste et multiculturalisme, n'est pas le seul, mais parle beaucoup aux ex-musulmans. Laure, vous êtes journaliste à Charlie Hebdo. Parmi vos sujets d'enquête, il y a la laïcité, le féminisme, les religions, l'extrémisme. Vous êtes l'une des rares à vous intéresser à la communauté des ex-musulmans et vous avez écrit La réputation, la fabrique des filles faciles. Une exploration de l'environnement culturel, social et économique qui a rendu possible la tragédie vécue par Shaina et sa famille. Merci à vous, Laure et Fatria, d'être avec nous. Merci pour à votre vous pour invitation. l'invitation. Je suis vraiment ravie de cet échange. Oui, moi aussi, je suis encore un peu secouée d'avoir revu la vidéo. Alors, c'est un peu... Voilà. Pardonnez-moi si je bafouille. Non, mais je crois qu'on est toutes sous le coup de l'émotion. Alors, il y a tellement de choses à dire. Bon, déjà, est-ce que je vous ai bien présenté, mesdames? Soyons pragmatiques. Très bien, très bien. Ça va? Je me suis Des choses à reconnue. ajouter? Oui. Fatira, vous aussi? Oui, je voulais pas être enfermée dans le rôle de l'arabe qui témoigne.
Voilà. C'est peut-être de l'arrogance pour vous, mais oui, j'ai écrit 3 essais, bien chiants, bien intellectuels, pas des trucs ma vie, mon œuvre, mes traumas. Voilà, le livre dont je suis le plus fier, c'est celui dont vous avez parlé, parce que j'ai vraiment essayé de développer des arguments féministes pour combattre pas le tchador, la burqa, la abaya, mais l'acte de voiler les femmes, l'acte de dissimuler, de faire disparaître, d'invisibiliser, d'uniformiser la moitié de l'humanité. Oui, Moi, je suis alors, très touchée que vous ayez souligné qu'effectivement, je m'intéresse à la communauté des apostats moi, je suis très surprise que j'ai pas d'autres collègues journalistes qui s'y intéressent. Je dois reconnaître que comment dire, j'ai pris conscience un peu tard en fait de votre existence, si je puis dire, et de l'import, comment dire, enfin, j'ai fait un reportage pour Charlie Hebdo l'année dernière au colloque qui s'appelle Celebrating Dissent à Cologne, qui est un rassemblement international d'athées et notamment d'apostats. J'étais vraiment surprise de la disproportion entre l'importance de ce colloque, le côté totalement international avec des figures de l'athéisme du monde entier qui risquent leur vie, qui ont d'ailleurs été parfois blessés, qui ont failli mourir, et il n'y avait aucun journaliste français. Voilà, il va y avoir d'ailleurs l'équivalent de Celebrating Dissent qui va se passer bientôt en France le 8 et 9 décembre. Et je suis ravie que ça se passe à Paris cette fois-ci. Et par ailleurs, j'ai découvert qu'il y avait aussi des communautés d'apostats qui commençaient à s'organiser dans différentes villes de France. Et je découvre combien vous êtes, vous risquez beaucoup et vous êtes obligé de rester dans l'anonymat. Et je trouve que c'est intéressant comment dire, d'un point de vue journalistique, de vous présenter comme finalement reprendre le narratif souvent qu'on entend à gauche, parce qu'en fait vous êtes entre guillemets des minorités opprimées qui risquent vraiment, qui risquaient beaucoup en fait. Et voilà, vous avez beaucoup de courage et voilà, je suis ravie de pouvoir en parler sur ces chaînes et j'espère que d'autres journalistes s'intéresseront à vos combats. Bon, on espère aussi, c'est vrai que de rester dans l'anonymat, ça semble être un peu un obstacle. En tout cas, ça favoriserait pas l'intérêt qu'on peut porter à notre cause. Mais on est vraiment partagé, parce qu'il y a ce besoin de faire passer un message et puis d'exister, d'être plus visible. Et en même temps, cette conscience qu'on a du risque socialement, en tout cas, pour la plupart des cas, d'être ostracisé. Dans le meilleur des cas, j'ai envie de dire que ostracisé, parce que on sait qu'il y a d'autres degrés de violence, notamment pour nous, les femmes, c'est beaucoup plus risqué. J'ai bien conscience que j'aurais été moins invitée si j'étais apostate. Je les fais vraiment chier en me disant musulmane et de gauche. Je préférerais que je sois une apostate et de droite. Voilà, parce que ils peuvent, comme ça, d'office, vous êtes exclu, vous êtes islamophobe puisque vous avez quitté cette religion, vous n'êtes plus légitime. Alors qu'en fait, si vous l'avez quitté, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Donc le blanc qui se convertit, il n'y a aucun problème. Le musulman qui cesse de l'être, il trahit, c'est parce qu'il veut s'assimiler, c'est parce qu'il est faible. Voilà, c'est parce que c'est extrêmement compliqué. Je les emmerde plus parce que tout ce qui compte, c'est d'où vous parlez. Et si vous parlez du point de vue des apostats, alors votre parole n'intéresse personne. Voilà, parce que démographiquement, et c'est triste, hein, démographiquement, vous êtes peu nombreux. On va être très honnête. Je vois le matraquage de mes neveux et nièces. J'ai 7 frères, j'ai 26 neveux et nièces. Je vois le matraquage depuis tout petit où ma nièce à 2 ans a été capable de me dire quelle bestiole allait aller en enfer. Une de 6e, je l'ai appelée la talibane. Elle m'a demandé pourquoi j'étais tatouée, si je fumais, si je priais. Elle a reproché à son père de pas prier. Vous voyez, la pression, elle vient des petits, la pression, elle vient des grands. Et puis dans les quartiers, la pression, elle vient de partout en fait, de partout. Donc la seule solution, c'est de partir. Sauf que partir, c'est une trahison. C'est ce que j'ai appelé le syndrome Benzema.
Benzema, bah, il s'est dépêché de se barrer en Espagne et puis il retourne pas dans son quartier. Mais il peut pas supporter qu'on lui dise qu'il a tourné le dos, qu'il a changé. Donc il participe, comme une petite racaille de banlieue, à un chantage à la vidéo sextape homosexuelle de Valbuena pour une somme dérisoire, pour une somme qu'il gagne en 1 heure. Il aurait pu lui-même verser cette somme, mais il fallait qu'il donne des gages, voilà. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on ne peut pas devenir ce qu'on est dans un contexte communautaire aussi intense, étroit, étriqué que la communauté musulmane sans faire le pas de partir. Il faut s'éloigner physiquement et géographiquement. C'est vrai que Oui. c'est un peu ce que j'ai constaté aussi avec les adolescentes de Creil. C'est assez terrible, quoi. C'est vrai que j'ai le sentiment que la seule manière pour elles de sortir de ce système et de toutes les oppressions qu'elles vivent, c'est d'aller, pour celles qui ont la chance, c'est de faire des études supérieures dans les villes alentours, quoi, à Compiègne, à Lille. Et d'ailleurs, là, j'ai eu des nouvelles d'une que j'avais interviewée et ça m'attriste énormément parce que elle est toujours à Creil et elle m'a dit qu'elle allait se marier. Bon, elle a que 21 ans. Alors, voilà, je l'ai félicitée parce que par principe, on félicite quelqu'un quand il se marie, mais au fond, je me disais bien que, enfin, en fait, voilà, elle m'a dit qu'elle allait arrêter ses études, quoi. Donc, et elle m'a dit oui, c'est comme ça, bah ouais, c'est comme ça, je vais arrêter mes études et je vais me marier. Voilà. Enfin, c'est un petit aparté, mais et je vois qu'en restant à Creil, en fait, ça l'ancre vraiment dans des habitudes de vie qui vont pas être émancipatrices pour elle. La clé, c'est la diversité, qu'une minorité soit une minorité. Moi, si j'avais voulu vivre au bled, ben, je serais allé vivre au bled. Si j'avais voulu vivre en Russie, je serais allé vivre en Russie. Je suis contente de vivre en France. J'ai pu voir autre chose. Voilà. J'ai pu voir des témoins de Jéhovah, j'ai pu voir des bouddhistes, j'ai pu voir des athées, j'ai pu voir des blancs, des noirs, des asiates. Voilà. Ça permet de se décentrer, de comprendre qu'effectivement, il y a des gens qui croient en autre chose et qui ne sont pas dévalorisés sur le point de vue humain. Et c'est ça la dignité, parce que avec Shaina, il y a votre émotion et moi, ça me rappelle l'émotion que j'ai eue à chaque fois que je repense à Samuel Paty, parce qu'on s'identifie toujours humainement au niveau de la sororité avec Shaina, professionnellement avec Samuel Paty. C'est toujours comment on va faire pour être quelqu'un, pour avoir la dignité. C'est ça le mot important. La dignité, j'ai cherché dans le dictionnaire parce que j'arrivais pas à expliquer ce mot à mes élèves. C'est quoi la dignité? C'est pas la pudeur. La pudeur, vous voyez, en algérien, on appelle ça la chouma, la honte. La pudeur se dit honte en algérien. Et il a fallu que je demande à mon frère converti puis barbu de me trouver le vrai mot arabe pour la pudeur. Il a dû consulter 5 de ses potes pour me trouver le mot. Et c'est un mot qu'on n'a jamais entendu. Donc le mot pudeur se dit chouma et il ne concerne que les filles. Et je vois ma belle-sœur qui est née en France éduquée. Depuis bébé, ses 3 filles, elle leur met les serviettes jusque-là. Qu'est-ce qu'elles ont à cacher bébé jusque-là? Ah mais non, ma petite nièce, elle me relève la robe parce qu'on a des robes arabes qui baillent. Ah, c'est l'archouma. Tout est archouma. Mais que pour le corps des filles. Or, la dignité, c'est ça le mot-clé. Je veux pas faire mon intello, mais en fait, c'est Kant qui a dit. Dans l'ordre des choses, soit vous avez une dignité, soit vous avez un prix. La dignité, c'est quelque chose qui ne peut pas être substitué par un prix. Vous vous prostituez, eh ben, votre prestation, votre corps, l'usage de votre corps est équivalent à un prix. La GPA, vous êtes équivalent à un prix. La dignité, c'est une personne qui n'a pas de prix, qui n'est pas substituable à une valeur. Or, la femme doit être vierge. Ça reste le premier échange marchand. Si elle n'est pas vierge, la marchandise est dégradée. La dot sera inférieure. La grande chance chez nous, les Arabes, c'est que contrairement aux Indiens, ben en fait, c'est le mari qui casque. Donc, c'est intéressant. Par contre, il faut cylindrer la fille. Et si on sent que la fille s'est tangente parce qu'elle s'éloigne, qu'elle voit autre chose, et que d'elle-même, elle adhère en se disant « Ah, je suis soulagée, moi j'ai vu ça avec mes élèves. » Quand ils étaient en minorité, ils laissaient leur identité de racaille, leur petit jeu d'acteurs de racaille à la grille, et ils s'autorisaient
eux-mêmes. Et ça, c'est le sociologue Abdelmalek Sayed qui le disait, que l'école fonctionnait comme une seconde naturalisation et que ça permettait de s'autoriser ce que les gens ne s'autorisent pas parce qu'ils doivent être loyaux. Ils sont dans un conflit de loyauté. Soit je suis du côté de ma famille, mais si je suis du côté de l'école et de ce qui s'y dit, je trahis. Et c'est ce qu'il a dit, le terroriste, dans le message, dans son téléphone, avant de tuer Dominique Bernard. Il a dit, vous m'avez parlé de la démocratie, de l'égalité des droits, la laïcité, vous m'avez fait connaître l'enfer. Il a été tenté par ce modèle, parce que ce modèle est un bon modèle. Et parce qu'il a été trop près, il s'en est tellement voulu, qu'il est passé à l'acte parce qu'il fallait qu'il montre sa foi. Voilà. Et c'est pour ça que les filles, comme les Chinois bandaient les pieds pour pas qu'elles soient mobiles, ont détruit leur mobilité, en fait. Pour rebondir sur ce que tu disais, Laure, partir, ça me fait penser à des témoignages qu'on a au sein de la communauté des ex-musulmans, soit d'ex-musulmanes qui ont dû partir, moi j'en fais partie, et ça m'a fait réaliser que dans mon entourage, il y avait une tante qui avait disparu parce que justement, quand elle était ado, on l'avait surprise avec un garçon, qu'elle avait donc traîné avec elle cette mauvaise réputation. Elle était battue par mon grand-père, par mon oncle, par mes oncles, et elle a fait tout ce qu'elle a pu pour concilier jusqu'au jour où elle a disparu complètement. Et aujourd'hui, je n'arrive même pas à la retrouver. Et puis, ça a résonné. Je me suis dit, mais en fait, avec moins de violence, parce que les époques sont différentes aussi. Finalement, moi, personnellement, mon histoire personnelle, c'est ça. C'est finalement de m'extraire de tout ça, même si j'ai pas grandi dans une banlieue, tout ça, la surveillance sur le corps des femmes, sur le destin des femmes, et ça passe par leur corps, mais après tous les choix sont soumis à cette validation. Et quand on discute entre nous dans la communauté, on a tous une cousine que la famille désigne comme déviante, qui aura fugué, qui a essayé de... Et puis des personnes... peut-être c'est pas pour rien, des personnes qui partent, qui sont localisées dans le sud de la France, des ex-musulmans, qui nous disent, c'est marrant, dans ma ville, dans ma région, je connais plusieurs femmes qui ont quitté leur ville, leur milieu, pour être ici dans l'anonymat et seules. Voilà. Et parce que c'est possible en France de faire ça. Parce Mais que ça a un prix lourd à payer. C'est très lourd, oui. C'est le prix de la liberté et de sa sécurité, quoi. Et quant au matraquage, les choses s'accélèrent. En effet, nous, on est conscient avec la communauté qu'on a affaire à un rouleau compresseur, qu'on n'a pas les pétrodollars avec nous pour faire avancer nos idées, que politiquement, il y a beaucoup de compromissions et comme les valeurs qui nous animent ne sont pas limitées aux ex-musulmans, on espère que même si on n'a pas été musulman, le message sera entendu et il en sera tenu compte parce que les histoires d'égalité, de liberté, de toutes ces valeurs-là de la République ne concernent pas que les ex-musulmans. Et aujourd'hui, avec... Mais c'est ça, il faut casser cette alternative. C'est pas, toi t'es musulman, c'est ce qu'ils essayent de dire. Il n'y a pas de musulman modéré, il n'y a pas de musulman light, il n'y a pas de musulman républicain. L'alternative, c'est pas, oui, je suis pour l'égalité des droits, oui, je suis pour la liberté, oui, je suis pour la République, ou soit je suis musulman. C'est pas ça. Toutes les alternatives sont des pièges. Il y a 1000 façons d'être musulman. Voilà, il n'y a pas que la plus orthodoxe, la plus conne, la plus violente. Et puis, il y a 1000 façons d'être citoyen. Puis, ça se combiner. Il y a l'autre gros abruti, là, qui parle de créolisation. Donc, la créolisation, c'est les femmes qui se convertissent, en fait. C'est censé être dans les deux sens. C'est censé être une fusion, et puis ça doit donner que des choses originales en fonction d'arbitrage. Or, nous sommes, voilà, t'es une mauvaise musulmane. Voilà, t'es pas comme ça, tu portes pas d'abaya, t'es une mauvaise musulmane, puisque d'autres peuvent le porter. Or, toi, t'as la liberté de le porter, donc tu fais le choix de pas la porter, donc tu es une mauvaise musulmane. Et ça, ce piège de la pensée, moi, je suis pessimiste. Je suis très fière de vous rencontrer, je vous trouve incroyablement courageuse. Intellectuellement, vous me fascinez, parce que intellectuellement, j'ai vraiment du mal à concevoir l'athéisme.
ça doit être un reste de ma programmation génétique. Hein. Voilà. Moi, je suis croyante, mais je suis d'abord adventiste et souverainiste. C'est-à-dire que même Dieu, puisqu'il nous a offert le libre arbitre, Dieu doit se soumettre aux lois que se donnent les citoyens. Ça, c'est le blasphème qui me vaudra d'avoir la tête coupée un jour. Voilà. Voilà. Moi, vous avez mon admiration, mais ça ne devrait pas nous coûter aussi cher et on ne devrait pas avoir à faire ces choix en permanence de montre ta loyauté au groupe et c'est le groupe qui compte. Et c'est ce qu'elle disait Ouria Boutedja dans son bouquin. J'appartiens à ma famille, j'appartiens à l'Algérie, j'appartiens à mon mari et j'appartiendrai à mes gosses. Mes cocottes commencent déjà par t'appartenir à toi. Et les gens s'extasient devant ce genre de truc. On n'est pas des individus, on n'est pas des personnes. Et en fait, dans les pardon. Juste pour dire, dans les ex-musulmans, il reste des déistes quand même, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas athée. En tout cas, c'est plus. Il y a aussi des gens qui sont convertis à une autre religion, mais c'est vrai que pour beaucoup, tout ce qui est abrahamique, ça n'a pas trop la cote chez les ex-musulmans en général. Et il y en a quand même pas mal qui maintiennent, qui croient en. Alors voilà, ils se disent déistes, agnostiques, voilà. Rarement définitivement athées. Nawel, tu voulais dire quelque chose? Ce qui est extrêmement compliqué concernant le fait d'être une jeune fille dans un quartier, dans une banlieue défavorisée, c'est justement ce dont vous parliez, ce conflit de loyauté et le fait de rester coincé en fait dans cette case. Nous, en fait, on trahirait le groupe, mais il y a une chose qui est fatale, je trouve, avec tout ce mécanisme, c'est vraiment ces remarques, mais qu'est-ce qu'elle va penser ta famille? Et ce qui est d'autant plus fort, en fait, quand tu es une jeune fille, quand tu es une jeune femme, en fait, tu sais très bien que dans ta famille qui a une autre culture et qui est croyante musulmane, tu sais très bien que l'honneur de ta famille en est garante. Et c'est extrêmement compliqué de s'en défaire et de se dire en fait, je peux très bien avoir d'autres pratiques qui sont différentes de celles que mes parents m'ont inculquées dans mon éducation. Et c'est pas pour autant que je suis une mauvaise fille, c'est pas pour autant que je suis une fille facile. Moi, j'avais une question pour, je vous vois, hein, mais pour vous, Laure, justement, avoir évité le sujet. C'est vrai que ça me travaille. Enfin, quand vous vous êtes lancé justement dans cette enquête, j'appelle ça comme ça, j'ai lu beaucoup d'articles dans lesquels il a été dit justement que c'est un sujet que vous osiez pas trop, comment dire, j'ai pas le terme. Aborder, oui, que je souhaitais aborder, pas... voilà, c'est ça. Pour quelles raisons? Moi, ça m'intéresse. Non, c'est juste parce qu'en introduction, je dis que j'ai fui ce sujet au début. C'est vrai, c'est que il m'avait paru trop éprouvant, trop atroce. Je me demandais ce que j'allais pouvoir ajouter de plus et je ne voulais pas m'en emparer en instrumentalisant ce sujet. Voilà, voilà, c'est juste des questions un peu d'angoisse de journaliste au début et voilà. Après, j'avais conscience aussi de l'aspect très délicat du sujet par rapport à ce qu'il y a de sous-jacent, avec la critique de l'extrémisme religieux, avec le risque que ce soit instrumentalisé par l'extrême droite. Mais c'est vrai que là, je suis plutôt rassurée sur ça parce que finalement, j'ai pu à la fois dénoncer ce qu'il y avait à dénoncer, tout en étant dans une forme de complexité, parce que c'est aussi multifactoriel. Creil est au confluent de tellement de problématiques contemporaines, que j'explique, avec toute la désindustrialisation, le chômage de masse, des gens qui ont été dans un repli sur soi, un abandon des services publics, etc. Avait associé à l'extrémisme religieux qui s'est développé sur tout ça. Bref, donc en fait, il y a pas eu d'instrumentalisation de mon livre et c'est tant mieux parce que ça m'aurait désolée aussi vis-à-vis de Shaina. Enfin, c'est un sujet extrêmement important
Et voilà, ça m'aurait désolé que des mauvaises personnes s'en emparent. Et en l'occurrence, j'ai été très soutenue par une partie des féministes universalistes, plutôt historiques, voilà, avec comme l'Assemblée des femmes de Laurence Rossignol, Clara Magazine et Femmes solidaires, les chiennes de garde. Cosette, j'ai pas eu. Mais ça, oui, je crois que c'est un peu évolué. Voilà, moi, j'avais une question pour Laure, pour rebondir par rapport à ce que disait Nawel, parce que ça m'intrigue vraiment. Il y a Shaina, sa liberté, puis comment tu as réussi à la rendre vivante et à nous la rendre familière. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir perdu une amie, moi. J'ai l'impression que cette liberté, elle était liée aussi à son frère. Et je ne sais pas si tu parles beaucoup de son frère dans le livre. J'en parle pas beaucoup parce que la famille souhaitait pas trop être interviewée et c'est vrai que mon sujet était surtout de parler des autres en fait. Shaina était mon point de départ et en fait ce qui m'a donné envie de faire le livre aussi, c'est quand j'ai réalisé que plein d'autres adolescentes risquaient de vivre le même sort que Shaina et voulaient témoigner de ce qu'elles vivaient au quotidien, de ce contrôle constant, de cette surveillance constante, de ces interdits tacites. Donc, je voulais vraiment surtout insister là-dessus. Mon livre, finalement, c'était pas que Shaina, mais c'est évidemment mon point de départ. Mais en effet, contrairement à d'autres familles, oui, c'est une famille qui laissait cette fille vivre, on peut dire librement, et son frère est admirable là-dessus. Il n'a pas du tout de propos de condamnation de la vie de sa sœur, contrairement certainement à d'autres grands frères qu'il aurait pu avoir. Et même, c'est vrai qu'à la cérémonie des 2 ans de la mort de Shaina, même le père tient des propos en disant c'est juste une fille qui voulait vivre libre. Comment c'est possible qu'en 2019, une fille en France ne puisse pas vivre librement? Donc oui, tout à fait. Cette famille, c'est peut-être d'autant plus triste d'ailleurs parce que au sein de la cité, c'est un peu Il y a un élément, c'est que cette famille était faible parce qu'il n'y avait pas 7, 8, 10 frères et qu'en fait, dans ces quartiers, il y a d'abord des rapports de force, comme l'illustre la famille Traoré. Donc le rapport de force, c'est contrôler déjà ses propres sœurs. Moi, il y avait une MJC, j'ai jamais pu y foutre les pieds. Si un garçon faisait une activité, de facto, les filles ne pouvaient pas faire cette activité-là. Mais moi, j'avais 7 frères. Donc, j'étais à la fois surveillée, mais à la fois protégée. On m'aurait pas attaqué. Et je trouve que c'était ce paradoxe-là dans la famille Shaina, c'est à la fois une famille ouverte, mais une famille qui était trop vulnérable dans un contexte où le rapport de force des gros muscles compte toujours de manière très importante. C'est possible. En tout cas, c'est vrai que la place des grands frères m'a interpellée parce que quand je consacre un chapitre aux garçons avec ce titre eux parce que les filles me parlaient d'eux comme une espèce de groupe informe qui planait vraiment au-dessus de leur tête comme ça. C'est assez dingue cette force-là, ce pouvoir de nuisance qu'ils ont. Et c'est vrai que certains me disaient mais de manière, pour eux, c'était positif. Ils sont tellement dans cette logique-là. En fait, ils me disaient, non, mais nous, on respecte les filles. Et par exemple, enfin, il y en avait un, d'ailleurs, il disait qu'il y avait une fracture générationnelle, que c'était les jeunes de 16-18 ans qui étaient plus du tout respectueux, mais que eux qui avaient dans les 30-40 ans l'étaient beaucoup plus. Et il me disait, la preuve, c'est que nous, quand on savait qu'une fille avait un grand frère, ben on n'allait pas l'embêter. Mais enfin, ça, c'est quand même... Et en fait, ils voyaient pas le problème dans ce qu'il disait. Pardon, j'enfonce des portes ouvertes, peut-être pour vous, enfin, manifestement, comme vous avez vécu ça. Donc voilà, mais j'espère en tout cas, donner à voir cette situation à des personnes qui n'en auraient pas forcément conscience. Et c'est vrai que je suis très, très touchée par certains retours que j'ai de filles qui ont vécu ça et qui me disent merci parce qu'en fait, soit c'est la droite et l'extrême droite qui s'en emparent en mode vous avez qu'à rentrer chez vous, soit la gauche n'en parle pas pour caricaturer un peu.
t'as toujours très peur d'être rattrapé, récupéré par l'extrême droite. Non, j'ai pas très peur. après l'enquête, Je trouverais que ce serait, ça me désolerait par rapport à l'importance du sujet et que je ne veux pas qu'on l'utilise pour de mauvaises raisons, ce drame de Chahina. Voilà. ne peut pas ne pas en venir à admettre que toutes les cultures ne se valent pas, parce que dans le drame de Chahina, tu l'as dit, il y a la promiscuité, il y a le communautarisme, il y a la ghettoisation, il y a la misère sexuelle aussi. Allez, voilà, la misère sexuelle, que ce soit les homosexuels, mais aussi par rapport aux filles. Mais il y a aussi ce pouvoir qu'on trouvait chez les catholiques il y a un certain temps, qu'on peut trouver chez les hindouistes aussi. Voilà, le corps de la femme est le récipiendaire de l'honneur de la famille. Voilà, la femme est un organe génital total. Ça, en France, c'est propre à la culture musulmane. Il faut qu'on ait droit, nous aussi, de faire ce droit, qu'on ait un droit d'inventaire en disant, on n'en veut plus que ça. Vous avez réussi à l'arracher à l'église catholique, aux églises protestantes, au judaïsme, sauf les dingos orthodoxes qui sont présents. Nous, on réclame que ça. Si une religion ne se résume qu'à pouvoir que les hommes aient tous les droits, y compris celui de vie, de mort, sur une femme, c'est pas une religion qui devrait être laissée libre. Marre de l'exception culturelle. C'est comme ça chez eux. Ça se passe comme ça chez eux. Ça, je ne supporte plus d'entendre ça. Parce que ça met en danger toutes les femmes qui, contrairement à Nawel, Neb, n'ont pas eu les moyens, la position, les possibilités de se barrer, de s'émanciper dans sa tête, mais aussi de se barrer physiquement. Et on a un vrai problème avec ça parce que, évidemment, c'est pas l'islam qui a inventé le patriarcat, hein, c'est pas l'exclusivité de l'islam, mais ce qui le consolide et rend intouchable, ce patriarcat, c'est que c'est dans les commandements, c'est dans l'idéologie. Moi aujourd'hui, je parle d'idéologie, et que on peut pas critiquer ça, en fait, sans critiquer l'islam. Et donc, si on critique l'islam, aujourd'hui, on en est à être islamophobe, musulmanophobe, hein, parce que maintenant, si on critique l'islam, on est raciste, et on est vraiment devant une impasse. C'est-à-dire que mais on va glorifier le blanc qui s'éloigne du catholicisme, mais le musulman qui s'éloigne de l'islam, c'est quelqu'un qui en fait cède sa personnalité pour s'assimiler. Donc c'est une défaite, donc c'est une lâcheté. Voilà. Et ça n'existe que pour l'islam. Ça n'existe ici en France que chez l'islam. Ce côté, notre identité n'est que religieuse. Notre culture n'est que religieuse. Et on ne peut pas avoir d'idée ou d'acte de liberté en dehors de ça. Sinon, il faut nous reléguer parce que déjà, on n'est pas représentatif, mais que surtout, on est, comme tu dis, islamophobe. On n'a pas ce droit de regard. Voilà, et c'est une prison. Tu vois, pour les femmes, on dit tout le temps le plafond de verre. Là, c'est un plafond de toile de tente de bédouin du 7e siècle, mais qui est impossible à percer. Ouais, j'entends bien. Moi, j'essaye d'être optimiste et je vois que les adolescentes, que ce soit des amies de Chahina ou d'autres filles de Creil, elles sont aussi dans cette démarche-là. Quand elles me parlent, quand elles dénoncent ce qu'elles vivent, et elles sont pas pour autant, apostates ou voilà. Moi, c'est vrai que je veux pas non plus rentrer dans une hiérarchie des cultures ou des religions ou je ne sais quoi, parce que c'est vrai que je rappelle que historiquement, par exemple, l'injonction à la virginité, elle était très présente aussi dans l'Église catholique. Je dis d'ailleurs, et mais pas trop, j'aime pas trop en parler dans les interviews, mais c'est vrai que je dis dès l'intro que moi-même j'ai eu en fait cette injonction qui planait au-dessus de moi. Je sais que dans ma génération, c'est complètement décalé. C'est très rare dans ma génération qui est ça. Ma mère est catho, donc voilà. Donc je voulais le dire parce que c'est aussi pour pas. Je voulais pas qu'il y ait me dissocier en quelque sorte de ces filles, même si j'ai pas issu d'une cité, j'ai pas du tout le même vécu. Mais c'était pour montrer une forme d'universalité de ces injonctions. Mais en effet, ça a beaucoup évolué. Chez les catholiques et dans l'ensemble de la société en général. Et je cite ce sondage, je trouve, qui est assez passé inaperçu, probablement parce que c'est un peu dérangeant. Il y a un sondage de l'IFOP qui montre que
La population en général, il y a peut-être que, je sais plus de mémoire, 8% des gens qui considèrent qu'une fille doit être vierge pour le mariage, alors que dans les 18-25 ans des jeunes musulmans, c'est 74%. Voilà, moi je me suis pas non plus interdit de donner ce chiffre. La virginité, maintenant, elle ne suffit plus. J'ai 3 frères qui sont allés chercher des cousines au bled. C'est-à-dire que même vierges, les filles d'ici, elles sont déjà trop francisées. Même vierges, même musulmanes. Ils sont allés, des frères qui sont nés ici. Ils ont pris 3 cousines du bled. Donc il y a aussi cette retraditionnalisation là. Et puis du côté de mes belles familles, pareil. Dans chaque famille de mon quartier, chaque famille en a un ou deux qui sont allés chercher des cousines au bled. Et ça, c'est nouveau. Je pense que ce qui peut agacer également, c'est vraiment à chaque fois que pour les jeunes filles, les femmes qui sont soit une famille qui est issue d'immigration, en tout cas voilà, qui ont une famille maghrébine, musulmane, on a tendance à dénoncer certaines choses. Et la réponse systématique, c'est oui, mais de toute façon, des violences sexistes, il y en a partout. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment balayé d'un revers de la main comme ça, tout ce qu'on a dit auparavant. Mais oui, ils vont mettre sur le même plan la nana qui se fait défoncer à coups de pierre. Ouais. Ils mettent tout sur le même plan. C'est comme l'homophobie, c'est chez les cathos aussi. Je me suis posé la question dans mon livre comment aborder ça, parce que quand on est par exemple sur les réseaux sociaux, on voit que dès qu'il va y avoir, en fait, selon le cas entre guillemets de viol ou de violence, il va y avoir un certain nombre des groupes qui vont se mobiliser et pas d'autres. Et moi, je voudrais sortir aussi de ces espèces de guerres de tranchées. Parce que effectivement il y a des gens qui vont être prompts à dénoncer le sexisme dans les cités et uniquement dans les cités, et puis d'autres qui vont ne dénoncer les problèmes que quand c'est Depardieu et PPDA. Bon, et alors, je voudrais, la réalité c'est qu'en fait c'est partout. Enfin, le sexisme il est partout dans tous les milieux, et c'est vrai que je pense qu'il y a eu ce mouvement de balancier où il y a une époque dans les années 2000, on parlait des violeurs essentiellement, enfin avec les tournantes dans les cités, et à ce moment-là, on n'avait peut-être pas suffisamment conscience qu'il y avait aussi PPDA et Depardieu pendant ce temps-là qui faisaient des siennes, et les deux sont tout aussi graves. Et dans ce mouvement de balancier, après, quand il y a eu MeToo, moi je soutiens, je pense que c'est un formidable mouvement de libération de la parole, mais en effet, MeToo manifestement, n'a pas atteint les quartiers populaires. Il y avait ni pute ni soumise qui n'a pas eu, voilà, ni pute ni soumise, c'est un MeToo avant l'heure. Et je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que c'est aussi grave PPDA, parce que c'est des femmes qui avaient un métier, avaient une expérience. Les tournantes dans les cas, faut se souvenir, à l'époque, c'était des sachets du prise unique qui servaient de préservatif. C'était 10 mecs. Quand je dis aussi grave, je voulais dire en termes, que je vais pas hiérarchiser les viols, les agressions sexuelles. En revanche, je n'hésite pas à dire dans mon livre que aujourd'hui c'est un sexisme exacerbé, ce que vivent ces adolescentes, que c'est une situation d'urgence, et je cherche à voir les spécificités justement de ce sexisme-là, avec ces injonctions à la virginité qui pour moi est le patriarcat le plus archaïque, où en effet on va chercher dans l'intimité cette volonté de pureté qui est totalement absurde, où la femme devient une marchandise qui a une valeur différente sur le marché du mariage en fonction d'une pseudo-pureté. Donc voilà, il y a cette injonction à la virginité qui est vraiment une spécificité aujourd'hui qu'on ne retrouve que dans les quartiers populaires. Et puis ce contrôle constant sur le corps, cette injonction à la pudeur, ce contrôle sur les fréquentations, le fait de devoir se cacher, le tabou absolu si on a un petit ami, le fait de l'appropriation de l'espace public où c'est pas du tout possible de s'installer dans certains cafés parce que de fait ce n'est que les garçons qui ont le droit d'aller dans des cafés. Enfin tout ça, voilà, il faut effectivement que ce soit su, et tout ça c'est une spécificité de mon terrain d'enquête, en tout cas qu'on ne retrouve pas ailleurs. En effet, même si voilà, je dis que les violences faites aux femmes sont partout. C'est-à-dire que je veux pas non plus qu'on dise voyez ce n'est que là, enfin c'est là et c'est pas ailleurs. Enfin je veux dire, je voudrais arrêter aussi d'avoir cette espèce de vision hémiplégique où on va être sur un terrain et pas l'autre. Voilà, il y a les deux terrains, enfin en tout cas c'est partout, avec quelque chose d'exacerbé dans les quartiers populaires. Je veux résumer un peu. Et je te dirais que moi j'ai besoin, et on a besoin, qu'il y ait des femmes comme toi, journalistes, pas qui se spécialisent parce que t'as pas envie de t'enfermer,
Mais je repense à la période Covid, je lisais Libé, hein, je m'emmerdais. J'ai le truc caféine, tu sais, pour avoir une offre numérique à 10 euros. Et j'ai été mais tellement écœurée. Il y avait ce Rachid Latrèche, je crois, qui s'appelle. Tous les jours, il y avait un article sur la souffrance des garçons dans les banlieues, qui sont obligés de supporter leur père, alors qu'avant, ils pouvaient aller dehors. Et surtout, ces articles, je vous le jure, une seule fois, il a invoqué la difficulté qu'avait une fille. Comme si c'était le Covid, les gens étaient confinés, la fille est confinée, c'est un état naturel. Il n'a parlé que des souffrances des garçons avec leurs darons. Et ça, dans l'IB, pendant tout le confinement. Voilà. Donc je me dis, voilà, s'il y a une journaliste comme toi qui a fait ce boulot sur China, et puis qui lâche pas l'affaire. Voilà, faut pas lâcher l'affaire. Que ce soit les incestes, que ce soit le scandale d'état d'aide sociale à l'enfance où on laisse des gamins. Historiquement, moi je suis dans Lyon, je suis pas loin d'Émile Louis. Il y a eu des cas à Poigny, le pavillon de l'horreur, les bourgeois d'Auxerre qui faisaient même pas de recherche parce que c'était des filles pauvres. Et puis quand tu es une fille pauvre, voilà. Tiens, par exemple, tu pourrais nous dire quelle est ta vision de ce verdict, le verdict qui a été donné après lors du procès de ce petit bâtard. Du procès du meurtrier de China. Qu'est-ce que tu penses, voilà, du verdict? Le verdict qu'il a eu puisqu'il a été jugé en tant que mineur et de son attitude. Parce que je pense que tu étais au procès tout du long. Ouais, je vais peut-être te décevoir là-dessus parce que c'est vrai que moi c'est pas forcément mon propos de dénoncer de critiquer les décisions de justice en termes par rapport aux condamnations. Bon, il a eu 18 ans. Effectivement, l'excuse de minorité évidemment au sens où il était mineur au moment des faits, il avait 17 ans et 3 mois, n'a pas été levée. Donc le procureur avait demandé à ce que ce soit levé et à ce qu'il ait 30 ans. Et au final, les juges ont considéré qu'il aurait entre guillemets que 18 ans. Bon, je suis pas une spécialiste de la justice et je trouve que c'est un peu facile de toujours critiquer des décisions comme ça. En fait, c'est assez rare quand les excuses de minorité sont levées. À ma connaissance, c'est arrivé une fois avec le meurtrier d'Agnès Marin, c'était en 2011. C'était un mec qui avait torturé, violé et tué une camarade de classe. Et je crois de mémoire, ce meurtrier avait été récidiviste, qui a pu conduire au fait que l'excuse de minorité ait été levée. Bon, moi je pense que de toute façon, quelle qu'ait été la condamnation du meurtrier de Chahina, ça ne fait pas revenir Chahina. Moi, mon propos dans le livre, c'est plus de dénoncer les failles de la justice en amont concernant l'agression sexuelle, le premier volet de toutes ces affaires. Parce que là, c'est manifeste, à mon sens, qu'il y a eu des manquements graves de la justice. Et je les détaille, par exemple, et pour le coup, c'est le cas aussi dans plein d'autres affaires, en fait, quel que soit le lieu, voilà, que ce soit quartier populaire ou pas. Et donc là, la policière, quand elle reçoit Chahina, elle mentionne noir sur blanc, en grandes lettres, que Chahina ne manifeste aucune émotion. Après, il y a le médecin légiste qui reçoit Chahina le soir même et qui dit Chahina se déshabille facilement et semble n'éprouver aucune honte ni culpabilité. Donc sous-entendant fortement qu'elle devrait en éprouver. Après, il y a la psychologue qui entend Chahina, qui est une experte judiciaire et qui a un poids important. Ça, c'est le cas dans tous les procès où il y a des experts comme ça qu'on considère, à mon sens, un peu trop comme des experts scientifiques, alors que ça ne reste qu'un psychologue. Pour avoir un psy pendant 10 ans, on n'a pas forcément fait le tour. Et là, on considère qu'en 2 heures, une psy va faire le tour d'une personnalité. Et là, en l'occurrence, cette psy, elle dit qu'il faut prendre la version de Chahina avec circonspection, il faut prendre un peu de ses paroles avec recul parce que elle aurait déjà menti une fois à propos de l'agresseur auprès d'une amie. Et donc, comme elle a menti une fois, elle pourra à nouveau mentir devant la justice. Donc, en fait, on veut toujours des victimes qui soient parfaites, qui n'aient jamais menti. Ça n'existe pas. Après, ce qui m'a effarée aussi, c'est la juge d'instruction elle-même, qui n'a pas reconnu le viol, mais qui l'a déqualifié en agression sexuelle, à l'encontre même de la définition du viol. Parce qu'en fait, elle reconnaît à un moment qu'il y a bien eu pénétration avec un objet, mais elle dit, on reconnaît qu'il y a bien eu pénétration avec un baume à lèvres, mais on va poursuivre pour agression sexuelle. Et donc, ça veut dire qu'il y a une juge d'instruction, une professionnelle de la justice qui ne respecte pas la définition
du viol telle qu'elle est définie aujourd'hui par la justice, parce que c'est toute pénétration, quelle qu'elle soit, par contrainte, surprise ou violence. Alors là, il y a bien eu pénétration. Donc, quand une professionnelle de la justice ne respecte pas elle-même la définition du viol, c'est quand même assez effarant. Et d'ailleurs, je rappelle que quand cette histoire de baume à lèvres, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, il s'est passé pour Shaina une sorte de test de virginité, parce que d'après la déposition de Shaina, à un moment, outre que les agresseurs l'auraient pénétré avec leurs doigts, leur pénis, etc., il y a aussi de leur part une volonté de vérifier qu'elle est vierge. À un moment, ils auraient dit tiens, est-ce qu'elle est vierge, et c'est pour ça qu'ils utilisent un labello pour vérifier. Donc en fait, on a, je crois, la concrétisation de jusqu'où peut aller ces injonctions à la virginité et cette volonté de vérifier qui conduit là à la violer en fait. Donc voilà, et ça c'est un élément, je trouve, qui était passé assez inaperçu au moment où ça avait été un peu médiatisé, quoi. Et voilà, et pour finir sur les failles de la justice, il y a aussi le temps très très long de l'instruction, bien trop long, puisque en fait, il y a eu le temps que la réputation qui avait été propagée par les agresseurs s'était répandue dans toute la cité, et c'est ce qui a pu mener au fait qu'ensuite il y ait le meurtrier qui veut rencontrer Shaina parce qu'elle a cette réputation. Lui-même ayant été élevé dans un rigorisme religieux avec un rapport à la sexualité du coup totalement problématique entre l'interdit et l'envie et avec un regard sur Shaina à la fois de mépris, de convoitise. Et du coup, donc il veut sortir avec Shaina. Shaina, elle, tombe amoureuse de lui et ne sait pas qu'il a entendu parler de sa réputation. Et quand elle est enceinte de lui, eh bien voilà, on connaît la suite. Il préfère l'assassiner pour protéger sa propre réputation à lui. Moi, ce qui me fait peur, c'est que je vois de plus en plus dans les plaidoiries d'avocats d'excuses culturelles. Ah, c'est un Afghan et ça se passe comme ça chez eux. Et voilà la question que je voudrais te poser. Est-ce que tu as eu le sentiment que parce que c'était un truc de quartier, avec des gens de quartier, de la même culture, de la même communauté, eh ben, la justice a été plus compréhensive que s'il y avait eu une transgression de classe, une transgression de race, c'est-à-dire si ce type avait violé une Marie-Caroline d'un centre-ville. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué, ouais, je vois. C'est compliqué. Pour ça, il faudrait vraiment étudier, comparer plein de dossiers. L'avocate de la famille de Shaina, à ma connaissance, n'a pas dit ça. Je pense qu'elle se serait pas interdit de le dire. En revanche, effectivement, la famille de Shaina et l'avocate dénoncent, eux, ils sont très très en colère contre cette décision, contre le fait que l'excuse de minorité n'ait pas été levée. Moi, je pense que c'est surtout, quelle que soit l'origine des personnes, c'est surtout la justice des mineurs qui aujourd'hui fonctionne beaucoup comme ça, à vouloir protéger au maximum les mineurs. Et parmi les juges, il y avait 6 juges. La moitié, je crois, étaient des juges pour enfants. Et ce sont des juges qui ont vraiment en tête le fait de respecter absolument l'excuse de minorité. Pardon? Oui. Et donc voilà. Ah oui, voilà, la réinsertion, voilà. Et c'est ça. Et je pense que ça aurait prévalu, quelle que soit l'origine du meurtrier. Mais c'est vrai que je veux pas aller sur ce terrain ne connaissant pas aussi suffisamment les arcanes de la justice et aussi parce que je ne sais pas si ça aide la cause de vouloir toujours plus d'emprisonnement. Je ne suis pas sûre que 30 ans. Alors, je comprends complètement que pour la famille, ça aurait été considéré comme étant plus juste. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça évite que d'autres passent à l'acte? Est-ce que le meurtrier, il comprend davantage? Ça évite que lui ne repasse à l'acte. S'il avait eu une autre attitude, il aurait pris moins. Voilà, il a quand même tué 2 vies. Hein. J'ai beau être pour l'avortement, il a quand même tué 2 vies. Il l'a brûlé vive. Et surtout, il en a tiré une gloire parce que dans la hiérarchie des valeurs, qui est complètement perverti dans l'islam, qui est complètement perverti. Tu peux aller en tôle pour de la drogue, mais il n'y a aucun problème. Tu fais tes 5 prières, il n'y a aucun souci. Par contre, tu manges un Burger King qui est pas halal, ou alors, voilà, hiérarchie des normes qui ne valorise pas la vie humaine.
sur ces questions de condamnation, c'est vrai que par rapport à la drogue, ça me fait penser à ça. C'est quand je suis retournée sur le plateau, donc la cité de Creil, après la décision de justice, et il y a des garçons qui m'ont dit il a pas pris assez. Donc même sur place, il y avait des gens qui me disaient il a pas pris assez parce qu'il y a des gens sur le plateau, ils en savent malheureusement quelque chose, qui ont pris plus pour trafic de drogue. Alors je sais pas si c'est avéré, j'ai pas vérifié, mais dans leur mémoire, ils disaient que voilà, qu'ils connaissaient des gens qui avaient pris plus pour trafic de drogue et que là pour un meurtre, ils prenaient pas assez. Donc il y avait aussi cet appel sur le plateau, est-ce qu'il aurait dû prendre davantage. Voilà.